Je me suis posé la question plusieurs fois pour savoir si j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet et au final, là, ce soir, je voulais juste tourner quelque chose. J'avais en projet de vous faire une vidéo de mes objectifs créatifs pour l'année 2021. C'est une vidéo qui va arriver très certainement la semaine prochaine. Et en fait, au moment de commencer à filmer, un peu comme la dernière fois, je me suis rendu compte que c'était pas ce dont j'avais besoin de parler aujourd'hui, maintenant. L'année 2020 a été compliquée pour tout le monde et ça, il n'y a pas d'exception, vraiment. Je ne suis pas là du tout pour me plaindre, pour me poser en victime, pour essayer d'attirer un petit peu de pitié, d'attention. C'est pas du tout mon objectif. Mais finalement, je pense qu'une rétrospective sur tout ce qui a pu se passer pour moi cette année serait assez utile pour passer à autre chose pour l'année 2021. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir laisser complètement derrière moi, des choses que je ne vais pas pouvoir oublier. Et malgré tout, je pense que c'est plutôt sain de commencer sur de bonnes bases. Alors plutôt que de tourner tout de suite des vidéos d'objectifs pour 2021, de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais lire, etc. J'aimerais d'abord revenir sur cette année. Je ne suis active sur YouTube que depuis quelques temps, donc si vous me suivez sans me connaître, déjà bienvenue et merci de vous être abonné. Mais même si je n'ai pas encore beaucoup de vidéos sur ma chaîne, c'est quand même très important pour moi de parler de cette année, puisque sans tous les événements de cette année, je n'aurais pas eu cette chaîne en fait. Parce que, quelque part, un petit peu dans cette détresse dans laquelle j'ai pu être, dans ces épreuves que j'ai dû surmonter, j'ai trouvé le courage et la force de réussir à m'investir dans quelque chose de nouveau, donc cette chaîne. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir là-dessus. L'année 2020 a donc été difficile pour plein de raisons différentes. Le coronavirus et les confinements en faisant évidemment partie, et ça je pense que je n'ai pas trop besoin d'insister sur ce point, même si j'aimerais vous parler de comment ça a pu se passer pour moi. Mais 2020 c'est avant tout l'année au cours de laquelle j'ai perdu ma mère, donc en avril dernier. Et en fait cette année on ne peut pas dire qu'elle a forcément bien commencé pour moi non plus, même avant que le Covid soit vraiment présent dans nos vies. J'ai commencé cette année, donc j'étais en terminale littéraire dans le lycée de ma ville dans laquelle j'ai cessé de vivre à la rentrée scolaire, dans laquelle je suis de retour là cette année pour mon service civique. Dès le début ça a été difficile parce qu'en janvier c'est le moment où j'ai appris que ma mère avait des métastases et que la rechute de son cancer allait vraiment lui être fatale. Et ça a été compliqué à gérer, donc évidemment c'était un peu irréel comme période. Je saurais pas vraiment décrire tout ce qui a pu se passer parce que c'est comme si mon cerveau avait essayé d'oublier les détails les plus douloureux de ce passage et que pour continuer à avancer, tout simplement pour continuer à aller au lycée, pour continuer à pouvoir voir mes proches, à m'occuper aussi de ma mère, il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma tête. C'est très difficile à expliquer, je pense, pour ne pas du tout me concentrer sur cette menace qui planait au-dessus de nous et pour vraiment faire les choses, pour vraiment être là, continuer, avancer et donc ne pas penser au pire. Et pourtant le pire, c'est quand même difficile de le chasser de sa tête et je pense que si vous avez été confronté à ce genre d'épreuves ou même des épreuves très difficiles et très traumatiques différentes, vous pouvez peut-être voir de quoi je parle. Le truc, c'est que j'allais au lycée pour me vider la tête. J'allais au lycée parce qu'au lycée, je retrouvais mes amis que j'aimais énormément. Je retrouvais des professeurs avec qui je m'entendais bien et qui étaient au courant de toute la situation. Et là où le lycée, ça a pu être un endroit dans lequel j'ai pu me sentir parfois bien, parfois moins bien, pour moi, c'était vraiment une bénédiction de pouvoir m'y rendre chaque jour. Parce que je pouvais être en contact avec des gens et parler d'autre chose que de la maladie de ma mère. J'en parlais pas, j'en parlais vraiment très peu, sauf à ma meilleure amie qui était présente vraiment tout du long. Et c'est vrai que j'ai quand même pu continuer donc pendant ces premiers mois avant que le Covid arrive du club de théâtre dans lequel j'étais à l'époque au lycée, de mes amis, etc. Et oui, c'était vraiment une bouffée d'air frais en fait dans mon quotidien de pouvoir y aller. Mais inévitablement, chaque soir, je devais faire des allers-retours à la pharmacie, aller chercher des nouveaux médicaments pour ma mère qui avait beaucoup de médicaments. Petit à petit, elle arrivait de moins en moins à faire les choses. Bon, ça, je vais pas m'étendre éternellement sur ce sujet, mais bref, c'était une période très compliquée parce que jour après jour, je perdais de plus en plus espoir et j'étais assez seule aussi parce que j'avais pas envie d'en parler. Aujourd'hui, j'ai la force d'en parler et j'ai pas non plus envie que ce soit trop pesant pour cette vidéo. Et pourtant, je pense qu'il le faut puisque ces mots sortent de ma bouche. C'est bien que quelque part, il y a une part de moi qui a envie de les prononcer, ces mots. Mais à l'époque, j'en parlais pas et mon père était beaucoup en déplacement, même si heureusement il était là et ça c'est tant mieux. Et voilà, j'avais plus mes sœurs avec moi et j'étais toute seule avec ma mère dans un appartement.
Et après, elle a commencé à avoir des métastases un peu partout, donc elle pouvait plus se déplacer, donc il a fallu ajouter à ça les courses, etc. Et je suis pas là pour me plaindre de tout ça, parce que en soi, je suis contente d'avoir pu être un peu utile à ma mère, même si, évidemment, à l'époque, j'avais pas du tout l'impression d'être utile, et ben, j'avais cette impuissance, en fait, qui me pesait énormément, et j'avais vraiment l'impression que le fait d'être là, d'être quand même un sujet de préoccupation pour ma mère parce que c'était l'année de mon bac et tout, j'avais vraiment l'impression d'empirer les choses. Donc c'était assez compliqué comme période et avec toutes ces histoires de Covid qui commencent à arriver, on savait pas trop s'il fallait s'en méfier ou pas. Donc c'était un peu étrange et c'est comme si j'avais que des flashs en fait de souvenirs de choses qui ont pu se passer pendant ce mois de janvier et le début du mois de février parce que voilà, en fait, me rappeler de mon vrai quotidien. C'est comme si c'était trop douloureux et que mon cerveau avait dû effacer ces images. Donc voilà, bilan de ce début d'année, c'est vraiment la chance de pouvoir aller au lycée, la chance d'avoir des amis, la chance d'avoir malgré tout mes sœurs et ma famille que je ne voyais pas forcément mais qui étaient en contact avec moi. Mais une grosse solitude que je n'avais jamais rencontré avant parce que je suis une personne assez extravertie. J'ai pas de mal à aller vers les autres, à discuter. J'ai une grosse tendance à beaucoup parler de moi aussi et je pense que mes amis sont au courant. Et là, vraiment, pour peut-être la première fois de ma vie, je voulais pas me confier là-dessus. Et j'avais pas de suivi psy. J'étais vraiment, vraiment isolée. Et quelque part, je pense que si j'en avais parlé à des personnes, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Du coup, j'ai avancé, j'ai continué comme je vous l'ai dit, même si c'était de plus en plus difficile de garder mon calme, surtout en cours. C'était difficile de dormir parce que inévitablement quand on chasse ses angoisses pour avancer, elles reviennent forcément à un moment. Donc la nuit c'était compliqué. Je sais que mon père qui a commencé un travail qui faisait qu'il était plus trop là à la maison, bah du coup à partir de cette année, a passé plus de temps avec moi que prévu. J'ai commencé à me rendre un petit peu au culte protestant de la ville. Voilà, je me suis posé des questions sur la spiritualité. J'ai essayé de chercher des réponses parce que forcément quand on est confronté à la mort ou du moins à un épisode traumatique comme celui-ci ou du coup dans ma situation c'était pas encore la mort mais à l'approche de la mort d'un proche, bah je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions, j'avais besoin de trouver du sens à la vie et, et c'est pas bizarre pour moi de dire ça, c'est peut-être bizarre à entendre, je me rends pas compte. Mais j'avais besoin de... Voilà, j'avais des questions, je voulais me renseigner. Et si au final j'ai pas trouvé tant de réponses que ça, dans le sens où la foi n'est pas quelque chose que j'ai l'impression d'avoir vraiment en moi, je sais que j'ai été très apaisée par la bienveillance des gens autour de moi et j'ai pu... Voilà, un peu développer quand même ma spiritualité. J'ai pas l'impression d'avoir la foi en un dieu, mais ça m'a tout de même fait du bien. Et j'ai compris, malgré tout, qu'il y avait un sens quelque part. Même si c'est un sens que je ne comprends pas et que je n'associe pas à telle ou telle religion, j'étais quand même assez apaisée par cette période où je me rendais au culte le dimanche et aux discussions que je pouvais avoir avec mon père. Comme mes parents sont séparés, je vivais seule avec ma mère, donc j'étais la seule à pouvoir l'aider et quand ça a commencé à devenir un peu trop lourd, ma sœur qui venait juste d'avoir un bébé en plus adorable est venue à la maison pendant un mois, ce qui n'était vraiment pas rien parce que bah, elle avait rarement passé autant de temps depuis très longtemps à la maison avec nous. Et ça m'a fait un bien fou en fait, parce que même si c'était une période de plus en plus compliquée, le fait de pouvoir passer du temps avec elle et ne plus être seule à aider ma mère, ça m'a fait du bien. Et encore une fois, je me répète, mais même si j'étais dans cette solitude un petit peu par rapport à mes amis, et même si je n'osais plus parler de choses qui me rendaient très émotionnelle en fait, le fait d'avoir ma soeur, ça me crée forcément un lien avec quelqu'un et je me sentais un peu mieux comprise dans mon quotidien aussi puisque voilà, je ne vais pas m'épancher trop là-dessus et je pense que les vidéos que je compte faire sur mon journal de deuil pourront répondre à ma place à ce genre de choses parce que j'ai pas non plus envie d'épiloguer 20 ans là-dessus parce qu'il y aurait énormément de choses à dire et j'ai pas envie d'envoyer une vidéo pleine de négativité comme ça pour vous, pour votre fin d'année, début d'année. Mais, mais voilà, en fait, je pense que c'était trop lourd pour moi à vivre seule et le fait qu'elle soit là, bah, ça m'a aidé à revenir sur plein de choses. Ma mère savait qu'elle était malade, mais on a quand même pu discuter de choses qu'elle n'a que trop rarement évoquées avec nous par le passé et ça nous a fait du bien aussi de pouvoir vraiment discuter avec notre mère qui en soi était toujours là pour moi, que j'ai toujours vécu avec elle,
Mais là, c'était une ambiance différente. Elle ne travaillait plus, elle était tout le temps à la maison. Elle savait, je pense, au fond d'elle que la fin était proche, malheureusement. Et donc, ça nous a quand même permis d'avoir des discussions assez intéressantes, touchantes et importantes, surtout pour nous, pour mes sœurs et moi. Et voilà, c'était à la fois une période qui me fait encore très bizarre, dans le sens où ça a été une période, je pense, très traumatisante dans un sens, mais aussi assez douce. Et c'est un peu ce côté doux amer que je retrouve dans cette première partie de l'année, puisque c'était à la fois les épisodes les plus difficiles de ma vie, mais en même temps, j'ai trouvé une certaine sérénité dans ces moments. Et le tout quand même couvert d'un stress qui évidemment était là, un stress de ce qui allait arriver, un stress de l'inconnu, et c'était dur. Mais malgré tout, s'il y a déjà quelque chose que je peux dire par rapport à cette année 2020, c'est que je ne me serais jamais imaginée capable de traverser tout ça. Et je pense que personne ne s'imagine capable. On ne peut pas apprendre à gérer un deuil à l'avance parce que tout se fait sur le tas. Et je dirais même que le deuil, quand c'est dans le cadre de longues maladies, commence avant la mort du proche. C'est qu'à un certain moment, j'ai commencé à lire beaucoup de sites de deuil pour voir des témoignages de personnes qui, jeunes comme moi, donc j'avais 17 ans quand ma mère est morte, ont perdu leur mère tôt. Et en fait, j'avais beau lire des articles, des forums, etc. J'étais confrontée à la tristesse, à la détresse de ces gens, ou même parfois aux messages d'espoir, sans réussir à me les intégrer vraiment et à y croire pleinement, parce que dans ma tête, c'était tellement un cataclysme, un truc insurmontable, qu'on a beau lire des choses, des choses, des choses, des choses, on n'est jamais prêt. Et ça, je pense que vous avez peut-être dû l'entendre à plusieurs reprises, mais je ne peux pas vous dire de ne pas avoir peur que quelque chose de ce genre se produise, parce qu'on a évidemment peur, et c'est pas en écoutant ce genre de témoignage que ça va changer quelque chose. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est hyper personnel, que chaque deuil se fait de façon différente selon qui on est, selon le moment de notre vie, selon qui est la personne qu'on perd. Et c'est vrai que moi, ça a été le premier deuil auquel j'ai été confrontée dans ma famille, même si j'ai perdu évidemment quelques personnes, des grandes tantes, etc. Mais là, c'était la première personne importante, et qui plus est la personne, je pense, la plus importante que je pouvais perdre, la personne la plus importante de ma vie en fait. Et en fait, j'ai réalisé déjà qu'on ne peut pas être prêt pour ce genre d'événement, et que malheureusement ou heureusement, bah certaines fois on n'a pas de prise sur ce qui nous arrive. Il faut juste laisser le temps faire les choses. Et, et donc voilà, je suis assez impressionnée par moi-même et par la façon dont j'ai pu malgré tout traverser tout ça, pas rebondir, parce que je ne sais même pas encore si j'ai rebondi, je suis peut-être encore en train de rebondir, peut-être que je vais rebondir seulement dans 6 mois, ça j'ai pas encore assez de recul pour les dire, mais malgré tout, j'arrive quand même à être là devant vous face à la caméra, ne pas avoir envie de pleurer, parler de cette période qui a été difficile, et y repenser, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai vu des amis de ma mère et on a parlé de tout ce qui s'est passé, etc. au moment de sa mort. Je me sentais pas très très bien, et je le sentais même dans mon corps en fait. J'avais un peu l'impression que j'allais me mettre à trembler, c'était un peu bizarre. Donc voilà, très impressionnée par ma façon de traverser tout ça. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, non, de façon de faire son deuil. Et c'est difficile, et je considère qu'un deuil n'est jamais vraiment fait, parce que bah, la mort de ma mère, c'est quelque chose que je vais devoir gérer jusqu'à la fin de mes jours. Toute ma vie sera en fait, tout ce qui a pu se passer après cet événement traumatique est assez fondateur de ma vie finalement, parce que bah, ça conditionne beaucoup de choses. Ça ne conditionne peut-être pas tout, mais la personne que je suis ne pourra plus jamais être la personne que j'étais avant. Et pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, parce que ça peut m'enseigner plein de choses. Et là déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très très fière et oui, fière et contente de la force que j'ai pu avoir ces derniers mois. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, simplement. Moi qui ai tendance, et qui ai toujours d'ailleurs considéré ma personne comme étant quelqu'un de faible, de trop sensible, de pas assez résiliente, etc. Finalement, je trouve que dans toutes ces épreuves que j'ai dû traverser, j'ai su rester optimiste, j'ai su m'accrocher un peu à la vie, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui en face de vous à vous en parler, chose que je considérais impossible il y a quelques mois. Et donc voilà, première chose que cette période m'a apprise, c'est que parfois une situation ne peut pas être mieux gérée qu'elle ne l'est, et qu'il faut attendre, qu'il faut laisser le temps faire les choses malheureusement. Cette année 2020 donc, a été compliquée pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer,
Et là au niveau du premier confinement et quand le Covid a commencé à arriver en France, ça a été vraiment l'escalade de catastrophe on va dire, dans le sens où même si on savait que ma mère était malade, peut-être condamnée, moi du moins je le savais au fond de moi et c'était pas forcément le cas de tous mes proches. Je sais que pour certaines personnes c'était impensable qu'elles puissent partir aussi vite. Ben, quand le Covid a commencé à arriver, on était tous très inquiets de la nature de cette maladie. Même quand il n'y avait que 20 cas en France, on avait tellement peur pour notre mère qui était très affaiblie qu'avec ma soeur, on désinfectait les portes à chaque passage, que on sortait, on n'avait pas encore de masque, on mettait des grosses écharpes sur nous, surtout quand on allait à la pharmacie pour lui chercher des médicaments, c'était très stressant. Et à partir du moment où le confinement a été annoncé, c'est là que tout s'est accéléré, puisque ma mère a été hospitalisée parce qu'elle avait divers problèmes à cause de ses métastases qui faisaient qu'elle ne pouvait pas rester seule. Et surtout, j'ai craqué aussi et j'ai réalisé, et je l'ai dit, que si je devais être confinée avec ma mère malade qui allait de plus en plus mal, tout simplement, j'allais finir par moi aussi vriller, quoi. Parce qu'à côté de ça, il fallait que je suive les cours en ligne. Et en fait, le confinement voulait dire que ma soeur n'allait plus pouvoir être avec nous. Et donc voilà, je pouvais pas rester toute seule à 17 ans avec ma mère, même si j'aurais aimé en fait avoir cette force. Mais je m'en veux pas. Enfin, je m'en suis un peu voulu malheureusement, mais je m'en veux plus aujourd'hui parce que ça aurait été juste impensable. Et finalement, elle a été hospitalisée, puis transférée dans un autre hôpital dans sa région d'origine. Et elle est décédée en avril. Donc on n'a pas pu la voir avant ça. Ça a été assez compliqué ça aussi. Mais voilà, en fait, c'était une période peut-être encore plus étrange que la première de l'année, donc cette partie mars-avril, puisqu'on était à 600 km, donc cette fois-ci pas ma grande demi-sœur, mais ma grande sœur et moi, que vous avez vu dans les 2 derniers vlogs de notre mère, et on savait inévitablement qu'il y avait des chances qu'on ne la revoie pas. Et on avait de plus en plus de mauvaises nouvelles. Je sais qu'on faisait des FaceTime avec elle depuis soit l'hôpital, soit là où elle était hospitalisée, donc dans la maison de ses parents. Et les FaceTime c'était dur de l'avoir affaiblie, ce genre de choses. Et, et donc c'était difficile parce qu'à la fois je pense que le confinement m'a apporté beaucoup malgré tout, et ça ce sera la partie un peu plus chouette qu'on va évoquer après. Je suis désolée pour cette avalanche de choses négatives, mais mais voilà, en fait, c'était très douloureux parce qu'en fait, je suis rentrée dans une période de stress intense que je ne pouvais même pas nommer en fait. Je pouvais pas trouver les mots pour dire à mes amis, à mes proches, voilà, à quel point c'était horrible comme moment de savoir que ma mère était condamnée, mais de me réveiller chaque matin avec une giga boule au ventre et me jeter sur mon téléphone pour voir si s'était rien passé. Et finalement, les choses sont arrivées, voilà. Ça a été compliqué au niveau de l'enterrement, ça a été compliqué avec la famille de ma mère, avec qui ça s'est très mal passé. Problème de famille au-dessus de ça, ça n'a pas été facile de tout gérer au même moment. Au bout d'une semaine ou deux, on a un peu repris le cours de la vie. Pas normal puisqu'on était confinés et que je n'avais juste rien fait en cours. J'ai vraiment passé du mois de mars au mois de juillet, concrètement, je l'avoue, je n'ai strictement rien fait en cours. Je n'ai jamais envoyé un seul devoir, je ne suivais pas les cours en visio, je ne renvoyais rien. Et comme tout a été basé finalement sur les notes du contrôle continu et que j'avais une très bonne moyenne, j'ai quand même pu avoir mon bac avec mention. Mais voilà, j'ai profité en fait de ce confinement pour prendre soin de moi. Ça n'a pas été à travers une psychothérapie parce que j'ai été un petit peu suivie mais pas beaucoup, et en fait c'était pas une psychothérapie qui m'apportait grand chose on va dire, parce qu'en plus c'était en visio donc c'est difficile, mais c'est une période au cours de laquelle j'ai beaucoup lu. J'ai jamais autant lu que pendant le premier confinement en fait. Je lisais et j'écrivais beaucoup également puisque du coup avant la mort de ma mère j'avais commencé le camp nano. C'est un challenge d'écriture qui consiste à écrire tant de mots par jour, donc ça c'est pour les camps, et pour le vrai nano qui se tient au mois de novembre c'est écrire 50 000 mots en un mois. Et donc j'ai arrêté à la mort de ma mère et j'ai quand même repris l'écriture un petit peu après parce que j'avais plusieurs idées d'histoires que j'avais envie d'écrire à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a presque sauvée en fait à ce moment-là, puisque je pense que si j'avais pas eu l'écriture et la lecture dans ma vie, j'aurais juste eu aucune envie de me lever le matin. J'aurais pas réussi à vouloir faire quelque chose de ma vie en fait. Genre vraiment, je me levais tous les matins assez tôt.
Et voilà, j'avais mes petites habitudes, je lisais, puis l'après-midi je me mettais à écrire, j'avais mon petit thé, j'écrivais pendant 2-3 heures parfois et ça me faisait beaucoup de bien, j'avançais, je côtoyais mes personnages. Et c'est vrai que déjà depuis que je suis ado, en fait, j'ai tendance à, quand une situation est trop stressante, trop traumatique ou trop difficile à vivre, à me réfugier un peu dans mon imaginaire et dans mes histoires, dans les personnages que je peux créer, etc. Et c'est vrai que ça a pu être difficile, ce rapport à l'imaginaire que j'avais notamment au collège, c'est ce qui a créé quelques problèmes que j'ai eu à l'époque. Mais là, ça m'a vraiment sauvée et je ne regrette absolument pas ce temps que j'ai investi dans l'écriture. Ce que j'aimerais aussi dire, et qui est bien plus positif que tout le début de cette vidéo, c'est que côtoyer la mort, quelque part, ça donne une nouvelle façon de voir les choses. Donc moi, ça a été ça pendant un temps. J'avoue que là, je suis un peu sortie de cette période-là. Mais j'ai des souvenirs un peu marquants, voilà, de ce premier confinement où le matin, j'ouvrais mes volets et il y avait un grand soleil qui illuminait la pièce et j'étais allongée dans mon lit avec mon livre et je pouvais juste regarder par la fenêtre mon quartier, donc sous le soleil, et me poser comme ça pendant 20 minutes et me dire que j'étais heureuse d'être en vie. Et par rapport à ça, j'ai un côté assez, je sais pas si c'est mystique ou si c'est juste de l'optimisme, mais voilà, en fait, c'était très doux. Et à chaque fois que je partais me balader, parce qu'on se baladait beaucoup avec mon père à cette période-là, donc avec notre petite attestation, et j'étais inspirée pour écrire des poèmes, des chansons, j'avais des nouvelles idées d'histoire, etc. Et en fait, c'est ces états un petit peu d'émerveillement que j'ai pu connaître dans ma vie, et j'aimerais bien vous faire une vidéo d'introspection là-dessus, qui fait que je me sentais vivante à 200% en fait. Et c'est des choses qui m'arrivent beaucoup, qui ne me sont pas arrivées depuis quelques temps, malheureusement. Et voilà, des états que j'aime énormément, où je suis comme pleinement inspirée, pleinement en accord avec moi-même. Je ne saurais pas vous expliquer. C'est comme si je me sentais à la fois bien dans ma tête et dans mon corps, pas en termes de confiance en soi, mais juste un sentiment d'harmonie en fait. Et ça me faisait beaucoup de bien, vraiment. J'ai rarement été aussi apaisée qu'à cette période et pourtant ma mère était morte depuis 2 semaines, un mois et demi. Et malgré tout, j'ai un peu redécouvert la vie à ce moment-là. Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était pas après sa mort, c'était vraiment avant sa mort et pendant, on va dire. Mais finalement, le moment où toutes ces souffrances très difficiles se sont arrêtées a été aussi le moment où l'attente était terminée, où on ne vivait plus dans cet horrible état d'entre-deux, où on savait que quelque chose arrivait mais on ne savait pas quand, et en même temps on avait envie de se projeter mais la projection était impossible. Moi pendant des mois j'arrivais pas du tout à m'imaginer en études supérieures, à m'imaginer plus tard, à m'imaginer présenter mes enfants à ma mère quand j'en aurais. Enfin bref, c'était très très difficile de se projeter et moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans la projection. Je vis beaucoup dans la vie que je m'imagine plus tard, etc. Et à partir du moment où ma mère est vraiment tombée malade, enfin, où les métastases ont vraiment pris le dessus en janvier, j'ai complètement perdu ça. Et donc pour l'épanouissement personnel, c'était atroce parce que je ne savais plus à quoi m'accrocher. Et c'est aussi en ça que ce début d'année 2020 a été chaotique. Mais voilà, du coup, cette deuxième partie de confinement m'a vraiment aidée de nouveau à me projeter. Et j'avais plus cette menace qui planait au-dessus de moi. Alors forcément, c'était très difficile, mais c'était aussi irréel parce que parfois j'avais l'impression que si je ne pensais pas à ma mère toute la journée ou si je me forçais en fait à ne pas penser à elle, c'est comme si elle n'avait jamais existé. C'était très étrange. J'essayais de vivre dans cette vie où voilà, elle n'avait plus du tout d'impact sur moi pour me protéger des trop grandes vagues de tristesse. Et évidemment, on sait très bien que ça ne dure jamais longtemps puisque on finit par se reprendre la réalité comme un coup de massue sur la tête. Et c'est à ce moment-là que d'un coup, je pouvais de nouveau me remettre à pleurer, à être très triste. Mais malgré tout, j'ai quand même réussi à être résiliente et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de vivre à 200% comme ça, à me projeter, mais à la fois à vivre dans ma tête, j'étais... En fait, je me sentais équilibrée. Est-ce que je l'étais? Je l'ignore vraiment. Et le confinement, pour ça, m'a beaucoup aidée, même si au départ, il a été difficile. Puis est venu l'été, la fin du confinement, j'ai pu aller voir ma soeur en Bretagne, j'ai pu voir mes amis, ça c'était aussi incroyable. J'ai vécu pas mal de choses cet été, niveau vie sociale et sentimentale. Bref, ça a été assez mouvementé et c'est vrai que ça a été très étrange en fait cette année 2020 aussi pour ça, c'est que je suis vraiment passée d'un isolement qui m'a été très bénéfique et qui m'a fait beaucoup de bien à une explosion niveau vie sociale et niveau contact et niveau... Enfin bref, c'était vraiment deux mondes différents en fait.
Et je pense que c'est aussi là que l'harmonie que je décrivais avant a commencé un petit peu à flancher. Parce que au-delà des histoires sentimentales, etc., j'ai de nouveau vécu des périodes difficiles en fait. Et là, cette fois-ci, plus par rapport justement au contact que j'avais avec les gens autour de moi, avec mes amis. Et en fait, j'ai fait beaucoup de soirées, etc. Je suis beaucoup sortie, je pense que j'en ai pas mal profité. J'ai pas trop envie de me livrer là-dessus et je veux surtout pas me coller une étiquette qui n'est pas vraie, ni inquiéter les gens qui regardent cette vidéo, etc. Mais c'est vrai que je vous parlais de ces états d'émerveillement que je pouvais avoir pendant le confinement. Et comme je ne les avais plus trop en fait pendant cette période, j'ai eu besoin en soirée de pas mal boire pour essayer de retrouver cet état. Essayer de me sentir légère en fait. Sauf que moi j'ai déjà de base un peu l'alcool triste et surtout en cette période c'était compliqué parce que plus je voulais boire un petit peu pour me sentir légère, plus je me sentais accablée par ma vie, plus voilà les souvenirs traumatiques du début d'année me revenaient, etc. Et donc c'est aussi ce que je tire aussi de cette année, c'est que c'est pas en buvant de l'alcool qu'on se sent forcément mieux et que on va atteindre cette harmonie que j'ai réussi déjà par le passé à atteindre en étant complètement sobre et que malheureusement on peut pas invoquer ce bien-être. Je pense qu'on peut prendre soin de soi et le fait que voilà, je me lève tôt et j'arrive à faire des choses qui me plaisaient à l'époque, à me sentir bien, à ne pas être trop autocritique, ça m'a permis de d'acquérir cette harmonie. On va dire que les conditions étaient réunies pour que j'arrive à avoir ces moments d'émerveillement. Mais voilà, si de base on se sent pas bien, on peut pas juste en se disant allez je vais boire de l'alcool, de nouveau atteindre cet objectif-là. Du moins c'est mon rapport personnel sur la question. Et c'est également le moment où j'ai un peu perdu mon inspiration puisque j'avais plus envie de lire, j'avais plus envie d'écrire. Et je pense que le fait d'avoir une vie sociale très très mouvementée, ça m'a aussi joué des tours par rapport à ça, hein, mais finalement je ne m'en plains pas puisque j'en ai eu besoin, je pense, malgré tout. J'ai passé l'un des meilleurs étés de ma vie et ça, je ne serai jamais assez reconnaissante envers mes amis, envers les personnes qui ont pu rendre ça possible. Voilà, en fait, l'année 2020 a vraiment été un ascenseur émotionnel. C'était le grand 8 quoi. C'était l'isolement, puis d'un coup, la sociabilité extrême. C'était le stress intense, puis la légèreté. Et le truc, c'est que j'aurais bien aimé que ce soit aussi binaire, mais c'est bien plus compliqué que ça et bien plus complexe puisque c'est vraiment au niveau de cet été qu'il y a eu un vrai changement. Et si j'ai passé par exemple un mois d'août incroyable, il n'empêche que mon arrivée en prépa, donc en septembre, et la fin de tout ça, et le deuxième confinement, enfin bref, c'est venu foutre la merde, mais à un point. Là, j'ai perdu toutes mes bases en fait. On va dire que même cet été où je lisais pas, où voilà, j'arrivais quand même à mener une existence assez facile, on va dire, j'étais oisive en fait. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Vraiment du premier confinement à la fin de cet été, j'étais oisive. Parfois c'était très bon pour moi et parfois ça m'a fait un petit peu, voilà, perdre les pédales. Mais malgré tout, c'était plus facile à vivre que le stress intense, on va dire. Et le stress intense que j'ai pu vivre au moment du décès de ma mère, je l'ai retrouvé d'une façon complètement différente bien sûr, mais ça restait du stress intense en prépa. Et la prépa en fait, c'est assez étrange d'en parler parce que pour moi ça s'est arrêté il y a un mois, mais j'ai l'impression que ça s'est arrêté il y a un an parce que ma vie n'a cessé de changer depuis. J'ai des bons souvenirs en prépa, j'ai des bons souvenirs avec certains professeurs, je me suis fait des amis incroyables que j'adore et que j'espère revoir bientôt parce que vraiment j'ai rarement tissé des liens comme ça aussi rapidement et ça m'a fait beaucoup de bien de les avoir dans ma vie. J'ai complètement changé de ville, je ne voyais plus du tout mes amis, je ne pouvais pas voir ma famille, surtout après le confinement parce que j'étais à 500 km et que mon père travaille dans le sud désormais et que moi j'habite dans le nord de la France. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin et ni vous donner mon adresse, mais ça a été plus compliqué à ce moment-là et à un moment l'isolement est devenu beaucoup trop difficile. En fait, le fait d'être confronté à un tel stress et à un tel niveau d'études et une telle demande, ça fait que je me suis posé plein de questions. Des questions sur moi-même, sur mes capacités à y arriver, sur le fait est-ce que c'est l'endroit où je veux être, est-ce que j'ai pas envie d'être avec mes amis, d'être avec mon copain parce que je me suis aussi mise en couple début octobre donc avec quelqu'un que je connais depuis 2 ans et qui est resté lui dans ma région d'origine. Mais du coup voilà, c'était vraiment compliqué de gérer tout ça et surtout pendant ce deuxième confinement, j'avais beau avoir une colocataire, là elle est repartie chez elle et j'étais toute seule dans une ville que je connaissais à peine, dans un appart qui me faisait flipper parce que moi j'aime pas vivre toute seule vraiment, genre j'ai du mal, dès que j'entends un bruit je me cache en me disant qu'il y a quelqu'un dans l'appart et du coup c'était compliqué quoi, c'était vraiment moi face à moi-même qui remettais toute ma vie en question et donc forcément à certains moments je me plongeais dans le travail pour vraiment ne pas penser à ce qui me posait problème et à d'autres moments j'étais juste incapable de bosser
Parce que c'est aussi ce que j'ai appris cette année, c'est que la prépa ça peut être bien pour certaines personnes, mais moi ça ne m'a pas du tout plu et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur la question. C'est que en fait la prépa, le contenu des cours est très intéressant, mais on a le temps de rien approfondir. C'est vraiment super intense et le nombre de fois où j'ai dû passer un chapitre suivant à un autre truc sans avoir rien compris au précédent, juste parce qu'il fallait avancer et qu'on avait plein de choses à voir. Et je me disais mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'ai passé 4 heures sur une leçon de latin que j'ai rien compris, que j'ai une sale note et que j'ai même pas le temps de revenir dessus pour essayer de comprendre et que je passe à la suite et que donc le retard que j'ai accumulé, enfin, j'avais l'impression de juste perdre mon temps. Et du coup, j'avais de moins en moins envie de travailler et je me sentais mal parce que j'avais l'impression d'être une merde en fait. Je me sentais vraiment incapable de faire les choses et je me suis mise une pression énorme. Et je pense que les personnes qui ont des problèmes de type, grosse anxiété ou TCA d'ailleurs, c'est pas forcément en prépa que vous vous sentirez le mieux. C'est différent pour beaucoup de personnes, mais je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Et moi, le truc, c'est que je ne me suis pas du tout posé la question de la prépa en fait. Je me suis dit que c'était une évidence que je termine là-bas parce que ma mère me mettait aussi pas mal la pression là-dessus. J'en ai parlé dans ma vidéo d'introspection précédente. Et du coup, bah voilà, j'ai pas questionné le truc. Je me suis pas dit que ça allait être difficile, surtout après une année comme celle que j'ai vécue. Et j'ai complètement vrillé, quoi. Je me retrouvais des fois à ne rien faire de ma journée, à me dire oh là là, je perds du temps, c'est le concours blanc la semaine prochaine. Et le soir, de pas réussir à m'endormir, des grosses insomnies, et à repenser en boucle à ce qui a pu se passer en début d'année, et à éclater en sanglots, et à me sentir mal, et à appeler mes soeurs, mon copain, etc. parce que j'allais mal. Et je pouvais pas rester là-bas en fait. Et j'ai quand même pas mal réfléchi à la question. Ça s'est fait rapidement, mais pas sur un coup de tête. Mais je me suis dit, Mathilde, tu t'épanouis pas là où tu es. Tu risques pas de t'épanouir dans les semaines et dans les années qui vont venir si tu veux faire une deuxième année. Arrête, ne t'impose pas ça. Et c'est vrai que je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre cette année. C'est vraiment ça, c'est arrêter la prépa et envisager un autre avenir. L'un de mes soucis majeurs dans la vie, c'est que je suis incapable de prendre des décisions et que je suis tout le temps en train de demander à mes proches de décider pour moi, de demander l'avis d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel et de ne pas du tout être à l'écoute de mes désirs et ne pas du tout savoir ce que je veux. Et c'est difficile ça parce que bah, c'est une décision importante et je peux pas laisser les gens autour de moi décider de ma vie. Et d'ailleurs, les gens autour de moi n'ont pas envie de faire ces choix pour moi d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir un père qui me met pas du tout la pression là-dessus. Et là, la seule personne qui voulait un peu contrôler mes études, c'était ma mère. Donc, je vais pas dire un mal pour un bien parce que ce serait vraiment trop ironique, mais je suis un peu libérée de toutes ces pressions que je pouvais avoir. Et j'ai réussi à décider pour moi et je ne regrette pas mon choix. Et même si parfois l'avenir me fait encore un peu peur parce que en ces temps de Covid, c'est toujours un peu flou et m'imaginer à la fac l'année prochaine, bah, c'est compliqué. J'espère qu'on sera en présentiel, etc. Enfin, c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020. Non, c'est difficile juste de vivre en 2020 en fait, pour tout le monde. Et là, c'est vrai que l'inconnu me fait peur, mais malgré tout, j'ai pris cette décision pour moi et pour moi-même. Et c'est déjà un grand pas. Et j'en suis fière et je suis heureuse de le dire. Là, je vais commencer mon service civique dans une semaine. Et, et en fait, je suis contente d'avoir pu prendre une décision. Et je suis contente d'avoir su que c'était pas fait pour moi et de pas m'être imposé 2 ans très compliqués ou très difficiles ou que j'aurais mal vécu tout simplement. Tout ça pour au final ne pas avoir envie de tenter une grande école en plus. Donc voilà. J'ai arrêté l'hypocagne. L'hypocagne m'a quand même appris beaucoup de choses sur moi-même. Et grâce à ces 2 mois passés donc, dans une grande ville qui n'était pas la mienne, etc., je sais aussi mieux qui je suis, ce que je veux pour moi, pour mes études. Et ça, c'est déjà des conclusions très importantes que j'ai pu tirer en peu de temps et qui étaient nécessaires, je pense. Parce que si j'avais pas tenté la prépa, peut-être que je me serais dit oh là là, j'aurais dû faire prépa, ça aurait peut-être été un regret toute ma vie. Mais là, au moins, j'ai essayé. Et je sais que c'est pas fait pour moi. Et c'est pas grave. Il y aurait en soi énormément de choses à dire. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis pas sentie très bien. J'ai un peu l'impression que le temps m'échappe en ce moment. Que j'ai pas le temps de faire des choses, d'être productive. Et en même temps, cette idée de productivité, j'ai juste envie de la sortir de ma tête et la sortir de mon feed YouTube. Parce que vraiment, c'est un truc qui s'est beaucoup développé, notamment pendant le confinement, être productif, malgré voilà, le confinement, malgré le fait qu'on soit obligé de travailler à distance, etc. Et bah juste voilà en fait, parfois j'ai besoin d'être productif pour moi-même, parfois je peux juste pas supporter l'idée qu'on m'impose de faire quelque chose de ma journée alors que j'ai juste envie de rien faire. C'est peut-être un discours de flemmard, je m'en rends pas compte, mais parfois pour ma santé mentale j'ai juste besoin de m'autoriser à ne rien faire et c'est très difficile parce que toute ma vie j'aurais
toute ma vie je me serais imposé cette idée de productivité qui au final me fait plus de mal parfois que de bien. Donc tout dépend des situations, tout dépend des moments. Et c'est pour ça qu'une autre chose que j'ai apprise dernièrement, c'est que faut que je sois gentille avec moi-même. Que je me mette pas la pression quand il n'y a aucune raison de se mettre la pression aussi. Parce que en soi, quoi, je suis productive pourquoi? Parce que j'ai pas lu aujourd'hui? C'est pas comme si j'étais en train de préparer un concours très très important et que j'avais pas bossé. Enfin, faut aussi remettre les choses en perspective et c'est apprendre à mieux gérer les situations. C'est aussi quelque chose que j'ai appris en 2020. Cette année 2020, elle aura donc été très étrange et je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire, mais je peux pas condenser ça dans une vidéo de 40 minutes. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'est important de revenir un peu là-dessus. L'année 2020, c'était aussi censé être ma première année d'études supérieures, ma première année d'indépendance, l'année au cours de laquelle je quittais le domicile familial. Et au final, la prise d'indépendance subale, hein, parce que j'ai fait 2 mois en prépa. Là, je vis de nouveau chez mon père jusqu'à la fin de l'année scolaire et je retourne dans mon ancien lycée pour mon service civique. Donc vraiment, c'est une sorte de retour en arrière, mais je le vis pas comme ça non plus, dans le sens où j'ai besoin cette année de temps pour moi. J'ai besoin d'avoir le temps de poursuivre ma psychothérapie. J'ai besoin d'avoir le temps d'encore accepter, de digérer les choses qui se sont passées cette année. Et j'ai besoin de voir mes proches avant de repartir. Et je pense que dans tous les cas, cette première année d'études, après le décès de ma mère, aurait été très très compliquée. Alors je pense que là, il vaut mieux que je prenne du temps pour moi. Donc j'ai travaillé quand même, hein. Voilà, j'ai pas rien faire. J'ai quand même travaillé entre 25 et 30 heures par semaine, donc c'est pas rien. Mais malgré tout, il faut quand même que je prenne du temps pour moi, que j'apprenne aussi à être indulgente envers moi-même, à avoir de la compassion envers moi-même, à prendre soin de moi tout simplement. Je me répète, j'ai l'impression de dire tout le temps les mêmes phrases, mais voilà, c'est ce qui sort un peu de mon cœur là de façon directe. Et voilà, année très compliquée, mais qui a été bénéfique sur plein de points. Puisque aujourd'hui je sais que par exemple je suis capable de m'investir dans un projet et de passer le cap, vraiment passer le cap de ma chaîne YouTube, je le répète même après la dernière vidéo, mais c'était très important pour moi. L'année 2020 m'a aussi appris la résilience et le passage à autre chose, on va dire, à mieux profiter de mes proches, à mieux profiter de l'instant présent, des petites choses du quotidien qui me rendent heureuse. Et ça me fait du bien de vous dire ça maintenant parce que c'est vrai que ces 2 dernières semaines n'ont pas été les meilleures de ma vie, on va dire. Je me sens pas très bien en ce moment et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Mais voilà, le fait de tirer un peu du positif de toutes ces expériences, ça me fait du bien sur le moment présent également, puisque voilà. Même si je me sens pas forcément très bien en ce moment, au moins je vois quand même du positif et je suis honnête en vous disant ça. Et puis il s'est passé des bonnes choses aussi en 2020, hein. Enfin fin 2019 j'ai eu la naissance de mon neveu que j'aime beaucoup, qui a 1 an au moment où je vous tourne cette vidéo, donc là aujourd'hui, et qui a apporté du bonheur dans le quotidien de ma soeur, première concernée, mais dans nos quotidiens à nous aussi, même pendant le confinement quand on recevait des vidéos, j'ai pu le voir beaucoup cette année. Ça a été vraiment une bouffée de positivité et d'amour en fait, cet enfant qui est né pratiquement au moment du décès de ma mère, et pour ça je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Je suis reconnaissante aussi pour mon copain. Enfin bref, cette année, j'ai pu lui donner beaucoup d'amour et en recevoir beaucoup. Et c'est aussi quelque chose de très positif dans mon année 2020. Et c'est pour ça que malgré tout ce qui a pu se passer, vraiment cette année, que ce soit cet été ou même avec ma mère ou avec mes sœurs, mes relations aux autres, ma relation à moi-même aussi qui est très compliquée depuis longtemps, voilà, j'ai quand même pu vivre des choses incroyables, des choses très difficiles, mais il s'est passé tellement de choses que j'ai beaucoup d'enseignements à en tirer et j'ai beaucoup grandi cette année. Donc voilà, c'était important pour moi de vous tourner cette vidéo de mon bilan un peu de l'année 2020. J'espère que ça n'aura pas été trop difficile à regarder et si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle année et je sais que plein de bonnes choses peuvent arriver. Des moins bonnes aussi, mais j'ai appris que j'étais prête à les traverser. Malgré tout, il faut toujours continuer à avancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.